au 64, au 64. Qu'on soit jeune ou vieux, on cherche tous à améliorer son sort, à gagner un peu de confort et à en avoir un peu plus. Malheureusement, à la loterie de la vie, on ne pige pas toujours le numéro gagnant. En attendant, il faut s'arranger pour joindre les deux bouts et chercher des solutions à notre portée pour renverser les prédictions. Parfois, il faut même vendre son art aux marchands de rêves et espérer, au bout du compte, que la fin de l'histoire ne dira pas « meilleure chance la prochaine fois ». Bonjour, mon nom est Claude Robinson. Depuis que je suis petit, on m'a toujours dit de ne pas traîner dans la rue. Je peux vous dire par expérience que c'est pas mieux d'aller se tirailler dans la cour. Au cours du dernier épisode, Pierre a réussi à se trouver des petits boulots à gauche et à droite, histoire de souffler un peu. Ça fait des souvenirs. Tu fais tout le temps le gazon, tabarnak. Protéines, c'est ici. Ouais. De son côté, Emmanuel s'est lancé dans le bénévolat. Ça lui a permis d'avoir le ventre plein. Mais pour remplir ses poches, elle se cherche toujours du travail. Il y a quelques emplois, j'ai vu dans les petites annonces, là, dans les journaux gratuits. Puis, il y en a plein qui répondaient pas. Ça fait que, puisque j'ai pas de numéro de téléphone, je pouvais pas vraiment laisser un message pour qu'ils me rappellent. Ça fait que j'ai fini par rejoindre compagnie de vendeurs de crème glacée et d'équilibres, là, avec les petites cloches. Hello. Hi, I'm calling about the job for the ice cream on the bicycle, yeah? How much do you pay? Depends on what job. Some people make up to $15 an hour. Some people make more. Okay. Depends on the job. Like we do a bunch of festivals and stuff, so Okay. depending on the job. Okay, and do you pay at the end of the day, or do you? Yeah? Every day. Every day. Okay. You just come in for the application. Come in for the application? Sure. Thank you. Okay, bye-bye. Je suis vraiment excitée d'avoir une job parce que là, l'argent était inexistant. Je me fais juste une coupe de sandwich au beurre de peanut avant de partir parce que je me fais juste payer à la fin de la journée. Puis c'est ça, j'ai pas d'argent pour m'acheter de quoi manger quand je travaille. Fait que beurre de peanut, c'est encore le même beurre de peanut, ça a duré. Ils m'ont mis sur la montagne, là. Un observatoire stationnaire. J'avais pas besoin de pédaler, fait que c'était pas pire. J'en ai vendu pas mal de la crème glacée. Plus la deuxième journée que j'ai travaillé, parce que là, j'ai vendu au stade McGill, où les Alouettes jouaient. Là, le monde achetait. Oh! Ça fait que là, c'est à commission. Donc, j'ai bien fait. Quand tout va bien, pas besoin de s'énerver. On prend son argent, on le place en sécurité, loin des regards indiscrets. Quoi qu'il arrive, on est paré à toute éventualité. Mais quand on n'a pas les moyens de regarder au-delà du mur qu'on a devant soi, c'est une toute autre histoire. Le moindre pépin devient un obstacle insurmontable. Il faut creuser un peu plus pour se sortir d'affaire. Et il y aura toujours des mains généreuses pour vous tendre une pelle. Si on n'a pas assez de sous pour assumer nos frais, l'option idéale, ce serait d'augmenter notre revenu ou ce serait de réduire nos coûts. Mais dans notre société, l'option idéale qui va vous rendre heureux, c'est le crédit. C'est offert sous toutes sortes de formes, plus coûteux que moins coûteux. On a de plus en plus accès, parce qu'on fait de moins en moins de prêts, à des cartes de crédit, des marges de crédit. Bon, puis ça, c'est offert, les marges de crédit spécifiquement par les institutions financières, mais les cartes de crédit, c'est aussi offert par les magasins. Au Canada, ce qu'on voit depuis 1980 environ, c'est une augmentation, c'est une croissance de l'endettement. Aujourd'hui, on en est à un taux où chaque personne qui a un revenu de 1 $ a à côté 1,45 $ d'endettement en moyenne. Évidemment, des banques peuvent nous dire
oh, ça va encore bien, on a encore le moyen de prêter et de prêter encore, mais ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est qu'on a atteint un sommet. Est-ce qu'on peut dépasser des sommets? Mais bien sûr, ça fait 20 ans qu'on va de sommet en sommet. Alors peut-être qu'il y a encore plus moyen d'endetter les gens, mais le fait est, on est à un sommet d'endettement depuis 40 ans. Au Canada, la dette moyenne des ménages, incluant l'hypothèque et les soldes des cartes de crédit, est de 96 000 $. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent comment on est arrivé à ce lieu-là. Le premier facteur, le facteur le plus clair, évidemment, c'est la démocratisation du crédit. Pour que les gens s'endettent, il fallait bien leur offrir la possibilité de s'endetter. Quand on commence l'histoire du crédit, si on recule un peu dans le temps, on va d'abord et avant tout emprunter du crédit pour des commerçants, des gens qui font du commerce et tout ça. Et ensuite arrive le crédit à la consommation. Ça arrive dans les années 60, 70, en fait, le crédit aux consommateurs, aux gens ordinaires. On leur prête de l'argent pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, pour acheter tout ça. Ce qu'on constate dès ce moment-là et un peu avant, c'est que les gens remboursent. Et dans les années 80, on fait un pas de plus, on ouvre un nouveau marché, celui du crédit, pas seulement à la grosse consommation, comme les maisons, les voitures, etc., mais à la consommation quotidienne. Ça change complètement la façon dont on perçoit le crédit. Au sein de la société, les gens qui étaient très endettés dans les années 50, 60, c'était pas exactement une fierté, l'endettement, le crédit, tout ça. Mais là, il y a une transition quand on dit, oui, il y a encore une connotation morale. Maintenant, c'est pas que s'endetter, c'est bien. C'est que pouvoir s'endetter, c'est cool. Le crédit, c'est un peu comme une bulle de savon. En soufflant tranquillement, on la fait grossir. On peut même la faire gonfler jusqu'à une taille qu'on croyait impossible. Tant qu'on s'en tient à ça, tout va bien. Mais c'est dur de s'arrêter. On se dit qu'on peut la faire grossir encore un peu plus. Alors la balloune devient de plus en plus grosse, jusqu'au jour où elle éclate. Richard, 43 ans, camionneur. J'ai rencontré Sophie au mois de juillet 2006. Notre situation financière était très bien. La banque était prête à nous prêter au-delà de 320 000 $. Puis là, je dis à Sophie, on va être raisonnable, on n'ira pas au maximum de ce qu'on peut emprunter, on va se garder une marge de manœuvre. Là, ça vient qu'on achète la maison à 217 000 $. On avait financé à 100 % la maison. L'hypothèque, ça va très bien jusqu'à temps que je perds mon emploi. J'ai eu 2 mois sans travailler. Puis là, on fonctionne juste avec les réserves qu'on avait déjà accumulées. Mais on s'est demandé comment on ferait pour arriver. Là. Puis au mois de juin, on apprend que Sophie est enceinte. Avec la récession, j'ai perdu quasiment 50 % de revenus là, dans une année. Je ne pouvais pas travailler plus que ce que je travaillais. Puis Sophie ne pouvait pas travailler plus parce qu'elle était enceinte. On a essayé de prendre tous les moyens pour garder la maison. Nos paiements étaient au début 1 200. 6 mois plus tard, elle remontait à 1 800 par mois. Parce qu'ils avaient mal évalué nos taxes municipales. Fait que là, on a dit, on va vendre notre maison. Mais le problème, c'est qu'avec la banque, eux autres, ils nous chargeaient une pénalité d'au-dessus de 20 000 $. Avec la pénalité de 20 000, on ne pouvait pas la vendre, on ne pouvait pas la payer. Moi, j'avais pas le courage de le faire. C'est ma femme qui était portée la clé. Ça peut pas tout aller mal dans la vie, là. Il peut pas nous arriver plus que ce qu'on a eu, là. En fait, on vit dans une société où le paraître est bien important. Je consomme, donc je suis. C'est ça qui nous définit. L'accès au crédit, c'est la porte qui te permet d'arriver à un standing que tu n'aurais pas pu t'offrir autrement. Ça te donne le sentiment d'exister, de vivre, pas juste de travailler pour payer la base. Avec ça, tu peux te payer du plaisir, du superflu qui fait du bien. C'est la liberté provisoire au bout d'une carte. Les cartes de crédit de grand magasin ont des taux d'intérêt surdimensionnés. On parle du 28 à 33 %, donc c'est vraiment important comme taux d'intérêt. Puis si on n'arrive pas à payer 100 % de son solde à la date convenue, mais on s'enlise, c'est à peu près certain. On nous offre toutes sortes de petites bébelles. Hein? On te donne 10 piastres de rabais. Puis là, t'es content d'avoir un bon prix. Tu te dis, bah,
je vais en prendre. Tu sais, ça va me donner 10 pièces de plus sur ce que je viens d'acheter, puis je l'utiliserai pas. Puis on finit par l'utiliser. C'est tout le temps ça, le piège, parce qu'en fait, le crédit en soi, c'est un outil intéressant, mais c'est truffé de pièges. Et on est dans une société où on reçoit à peu près 3000 messages publicitaires par jour en milieu urbain. Donc, t'as d'affaire à être solide dans tes bottes pour savoir où tu t'en vas avec ton argent, parce qu'une bonne idée, si t'en as pas une, là, on va t'en trouver une. Puis on te vendra pas juste du beau coton blanc, on va te vendre le bonheur, un sentiment d'appartenance, un morceau d'identité. On va te vendre tout ça, tu vas être tellement heureux. C'est ça qu'on nous vend dans les publicités. Donc, le crédit, ben, c'est pour tenter de répondre à ce besoin-là qui est jamais comblé par la consommation de biens, c'est bien évident. Je viens d'arriver de ma journée de travail pour la crème glacée. Là, je suis morte. Je suis morte. Je suis tellement fatiguée. Puis, j'ai fait mes comptes. Puis, en 2 jours, j'ai fait un petit peu plus que le 200 $ que j'ai le droit de faire comme salaire avec le PES. Puis là, je m'en vais m'acheter une bouteille de vin. Chez l'individu, on a en nous des mécanismes d'autodéfense. Et c'est de ça qu'il faut se servir. Parce que sans ça, tu vas périr. Je regarde Pierre, je regarde Emmanuel. Ils ont toujours en relativité, en relation, c'était mieux avec leur ancienne vie, ce qu'ils vivent là. Il y a un repère et ils font des fois des parallèles. Non, il ne faut plus. Il faut que tu coupes les ponts. Il faut que tu coupes. Et là, tu dis, regarde, ma réalité, c'est ça. Je vais faire ma journée. Le soleil se lève. Je me lève de mon lit. C'est quoi, là? Je veux manger là. On va essayer de trouver un bout de pain. Et c'est ça. Ça devient une ambition. Et après, ben, on verra bien. Sans ça, si tu te crées, c'est quoi je vais devenir dans le mois qui vient, le mois prochain, forget it. Tu t'en sortiras pas. Travailler, c'est vraiment bien. Ça redonne de l'estime de soi. Mais encore faut-il qu'il y ait un salaire au bout de la ligne. Puis ça, c'est pas toujours garanti. Puis c'est drôle. Plus le montant sur le chèque est petit, plus il y a de la valeur. Puis surtout, plus on a hâte qui arrive. Là, j'ai travaillé, mais c'est de voir quand est-ce que je vais avoir l'argent. Si j'avais l'argent tout de suite, je serais correct. Si la paye est l'autre jeudi, je vais être rendu limite. Oh, un gars de marketing, il met les étiquettes à la bonne place. Puis je vais travailler encore là, mais je serai toujours pas payé sur le champ, là. Alors, c'est aussi un des avantages du noir. Mettons que la paye, ça donne que c'est le 3 juillet. Bien, la personne, il faut qu'elle paye jusqu'au 3 juillet, il faut qu'elle paye son loyer. Si jamais il faut qu'elle avance un 350 $ le loyer, parce que le propriétaire est intransigeant, puis il dit, regarde, c'est le 1er juillet qu'il faut que tu me payes. Là, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher 350 $. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes quelque chose de minimum de valeur chez toi, puis tu ailles dans un pawn shop, OK? Puis tu dis, ben, regarde, tu m'avances-tu? Comment tu m'avances pour ça? Fait qu'il t'avance ça pour ça, puis 4 jours après, ben, tu vas aller rechercher ton affaire, mais ça t'aura coûté 45 $, 50 $, qui est tout de suite pris sur ton budget. Tu sais, c'est un cercle, on dirait qu'on s'en sort pas. T'es tout le temps, là, entre l'eau, es-tu ici ou ici, là? C'est ça le gros la différence, OK? Puis une journée, tu peux passer de là à là. Quand tu as une bonne marge de manœuvre, c'est difficile de croire qu'un jour tu pourrais couler. Mais plus ta marge est mince, plus tu augmentes tes chances de te ramasser dans le fond. Quand on est au bout de la course, ça peut se solder en faillite, en proposition de consommateur, dépendamment du type de revenu qu'on a. Aussi, ça peut être le statu quo, parce qu'on n'a même pas les moyens de faire faillite. Faire faillite, ça coûte quelque chose. Si on est à l'aide sociale, il est très possible qu'on n'ait même pas les sous pour faire faillite. Il existe une alternative à la faillite. On appelle ça la proposition de consommateur. Un beau petit nom pour parler d'une solution finale, quand tu es rendu au bout du rouleau.
La spirale, elle a continué à tourner. Je me rends endetté de plus en plus. J'aurais pu être peut-être déprimé. Déprimé, veut pas, ça se reflète à la job. Fait que tu donnes un moins bon rendement. Tu perds ton emploi, puis c'est ça. Tout déboule, là. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Je m'appelle Benoît, j'ai 59 ans. J'ai une dette de 42 000 qu'on va négocier ce matin. Des mauvais placements, des réparations qu'il n'aurait pas fallu que je fasse, puis emprunte sa marge de crédit. Fait que en pile, ça fait qu'à un moment donné, tu te reviens là, que t'es plus capable de t'en sortir. Puis le crédit est tellement facile qu'on m'a appelé à la maison et on m'a dit vous pouvez augmenter votre marge de crédit quand vous voulez, hein, vous savez. Fait que surtout quand tu as un job stable puis tu peux avoir pas une hypothèque, ça fait là, quand même, je suis seul, là. Il n'y a pas de problème. Je suis pas un jeune, là, ça fait que je suis dans mes dernières années de travail, là. Ça fait que c'est pour ça que je voyais le monstre, les dettes, là, s'accumuler, mais je me voyais pas comment je pourrais me sortir de là. Ça, c'est une proposition consommateur. C'est pas comme une faillite, là, OK? Une faillite, c'est que tu regroupes tes dettes, t'as pas une scène à donner. T'sais. Toi, tu as un montant à payer au syndic pour qu'il administre tes choses, comparativement. La proposition du consommateur, c'est moins sévère parce que tu rembourses une partie de tes dettes. Bien, une proposition de consommateur, c'est comme si moi-même, je contactais mes créanciers puis je leur demandais je peux-tu vous payer 50 cents dans la pièce? Puis après, on annule ma dette. Puis il n'y a pas d'intérêt sur ce que tu payes. Comparativement des cartes de crédit qui ont des intérêts de 19 puis 20 %. Aujourd'hui, la proposition du consommateur est beaucoup plus populaire parce qu'après 3 ans ou 5 ans, tout dépendant de tes dettes, tu peux être libéré. Fait que tant qu'une faillite, ça peut prendre jusqu'à 14 ans. Faire faillite, malgré cette perception populaire-là qui est perpétuée, je ne sais pas comment, qu'on fait faillite, puis c'est payant, puis on s'en sort, puis on s'en sac, puis il n'y a pas de trouble. Moi, je suis conseillère d'insolvabilité. Les gens qui font faillite, ils vivent ça comme un échec, ils vivent ça comme la fin du monde. C'est pas drôle faire faillite. Bien, un syndic de faillite, ça a quand même un drôle de mandat. Ça a un bizarre de rôle parce que c'est à la fois un représentant des commerçants envers lesquels tu as des dettes comme consommateur, mais c'est aussi à la fois ton représentant. Parce que si je vais déposer faillite, le syndic devient l'interface obligée. C'est l'unique administrateur au Canada qui peut gérer ma faillite. Bonjour, Mme Sauvé. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. De l'aide sociale aux gens âgés. Professionnels ou pas, on en voit de toutes les sortes. Aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a encore le tabou que les gens, par leur famille, par leur connaissance, leur environnement, ils se sentent jugés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont me dire que j'étais responsable. Comment ça, je me sens endettée? Non, c'est toutes sortes de circonstances. Moi, je suis pas là pour juger de la façon que vous avez utilisé le crédit. Je suis là pour régler le problème puis vous dire, voici la loi, ce qu'elle peut vous apporter comme solution. Donc, je vais vérifier votre dossier parce que j'ai travaillé fort là, pour voir avec vos créanciers. OK. Donc, je vous apprends que la proposition est acceptée par vos créanciers. OK. Telle qu'elle a été déposée. Telle qu'elle a été déposée. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Fait que ça va vous faire du bien. Oui, un petit peu, oui. Je pense que la pression va tomber. Va diminuer un peu, c'est ça. Encore plus. C'est sûr qu'il y a toute la culpabilité qui rentre en ligne de compte. J'aurais pas dû, puis ainsi de suite. C'est ça, c'est en plein ça. En général, les gens me disent, bien, comment ça se fait que j'arrive pas, je voyage pas, je fume pas, je bois pas, j'ai de la difficulté à donner des besoins à mes enfants. Quand j'étale les budgets avec les clients en disant, je leur demande ce que ça coûte pour vivre, ils sont surpris de voir que l'endettement a servi que pour vivre, que pour survivre souvent. On convient que la proposition est de 250 par mois pendant 5 ans pour un total de 15 000. Donc, comparativement au montant de dette d'environ 46 000 que vous avez, je pense que c'est vraiment... Moi, je considère que c'est raisonnable pour les créanciers. Okay. Et aussi, en même temps, ça fait l'affaire de tout le monde pour vous aussi, là, parce que ça allège beaucoup votre budget. Oui, c'est ça. La note qui est inscrite au dossier Equifax, ça dure pendant combien de temps, ça? Ça va être... Ça, c'est la note négative. Là, qui est R9, là, la plus mauvaise note de crédit. Ça dure le temps que votre proposition, vous allez prendre pour la payer.
Donc, si vous allez avoir pris le 5 ans, bien, ça va être dans votre dossier de crédit au moins 5 ans. Le bureau de crédit purge l'information 3 ans après la fin des paiements. C'est que là, vous n'aurez plus de crédit pendant un certain temps. Donc, vous allez apprendre à vivre sans crédit. C'est ça. Bon, alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. À vous de même. Merci beaucoup. Ils ont vu que j'avais eu une mauvaise période. Puis, suite à ça, je suis bien content des confusions qui est arrivées avec mon dossier, c'est ça. Au lieu d'arriver et acheter un bien impulsivement, je vais y penser à la 2 fois avant ça, en payant comptant, c'est ça. Ça va beaucoup m'aider, ce côté-là. Maintenant qu'il va y avoir du crédit, on va avoir du travail. Quand on dépense trop puis qu'on est à faible revenu, qu'on a un petit revenu, bien, c'est demain matin qu'on n'est pas capable de payer Hydro-Québec. C'est demain matin qu'on n'est pas capable de faire l'épicerie. Quand on a un revenu moyen, on met ça sur la carte de crédit. La carte de crédit va rentrer dans plus ou moins 1 mois, puis ça peut prendre 4 ans avant qu'on se rende compte que finalement, on est tellement endetté qu'on n'est plus capable de rembourser. On a donc l'air plus fin. Ça pète juste pas demain matin, mais ça peut péter aussi, tu sais. Avant même de s'endetter, il faut vivre au quotidien. Pour plusieurs, le chèque ne rentre pas assez vite. Comme si l'échéance arrivait toujours avant que l'argent arrive. Ça, il y a certaines institutions qui l'ont bien compris. Pour elles, la misère, c'est très rentable. Dans une institution financière, tu déposes ton chèque, on te le gèle 5 jours, même si c'est un chèque du gouvernement. Dans un InstaChèque, on te donne tout de suite tes sous. C'est un privilège, évidemment, ou c'est un service qui a ses frais. Donc, ça coûte plus cher. On pourrait se dire que, somme toute, c'est pas si cher que ça. Ça coûtera pas 50 $ changer son chèque. Par contre, quand on gagne 592 $, chaque dollar compte. Chaque dollar a plus de valeur sur 500 $ que sur 2000 $. Donc, c'est déjà bien épouvantable de charger plus cher. Si on est seul, tu as un chèque au début du mois. Mais quand ça fait 2 semaines que tu n'as pas réussi à te faire une épicerie, même pas du lait, du pain, ça se peut que tu sois prêt à payer plus cher pour changer ton chèque. C'est pas parce que tu n'as pas compris que ça coûtait plus cher, c'est parce que tu n'as pas d'option. Ça presse. Tu n'as pas les moyens que ton chèque soit gelé encore 5 jours. On va aussi chez InstaChèque parce que les institutions financières connues ont fui les quartiers les plus pauvres. Ça permet vraiment d'offrir un service plus rapide. C'est ça qui est plus accessible dans ces quartiers-là. Puis ça a l'air de rien, mais quand t'es pauvre, tu prends pas le métro pour aller à ta banque. Puis anyway, quand t'es pas pauvre, t'as pas le goût de prendre le métro pour aller à ta banque. T'as le goût que ta banque elle soit au coin de ta rue, tu sais. En temps normal, pour un chèque de 592 $, ça m'aurait coûté 20 $ le changer. 20 $, c'est ce que ça me coûte par jour pour vivre. Parfait. C'est sûr, ceux-là qui utilisent InstaChèque ou ces compagnies-là, parce qu'ils ont besoin de transférer des fonds ou pour toutes sortes de raisons plus professionnelles, ça peut toujours aller. J'ai pas vraiment de problème. Leur taux est à 2,75 $, c'est possible, pour le changer. Sauf que pour des gens qui sont dans la misère et qui n'ont pas d'argent, c'est toute la maudite affaire. C'est encore tout le temps les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, qui sont presque toujours les plus défavorisés, les plus taxés. Je ne parle pas des taxes, les impôts. Ou même les taxes standards, des fois, ils sont exempts, mais il y a toutes sortes d'autres taxes, d'autres frais que monsieur, madame, tout le monde, que les plus riches n'ont même pas conscience quasiment qu'il existe. Mettons quelqu'un qu'il faut qu'il change son chèque, c'est un InstaChèque, ça coûte une journée du mois. Puis il y a des affaires au pawn shop, puis il ne veut pas les perdre, puis il faut qu'il paye l'intérêt sur ce que le pawn shop lui a passé, une autre journée facile. Donc, juste pour obtenir de la liquidité, c'est 2 jours du mois que ça doit coûter. Tu sais, moi, tu me mettrais tout nu dans la rue. Je dois avouer que quelque part, j'ai toujours cru que j'étais dans l'âme riche, c'est-à-dire chez Destiné. Je vais prendre un morceau de roche, je vais faire un dessin sur l'asphalte, je vais aller me chercher un 5 sous, je vais trouver un bout de papier, je vais faire un dessin dessus, je vais aller me chercher 5 $.
Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que quand tu as ta survie quotidienne à voir, c'est autre chose, là. Je veux dire, quand tu sais que c'est pas grave, c'est pas... Il n'y a rien de définitif. Mais quelqu'un qui se ramasse dans cette situation-là du jour au lendemain, il sait pas s'il va s'en sortir. Il voit plus la fin. Il voit pas de lumière au bout du tunnel. C'est très différent. Parce que là, si tu additionnes à l'incompétence un stress monumental, tu demandes à la personne tout à coup de gérer non seulement un problème physique, matériel, mais un aspect de perception. Tu perds tous tes repères. Constatation. Quand t'es mal pris, tu deviens débrouillard. Pierre a trouvé une autre façon de s'autofinancer. T'as trouvé une montre? Oui, juste en face ici. Une Swatch. Regarde, j'ai rien à faire avec sa montre-là, fait que je vais essayer de la fourguer, d'aller chercher, je sais pas, quelque chose avec ça, là. Les pawn shops, ça s'adresse à des gens insolvables, généralement, ou des gens bien pressés. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on fait pour pallier à ton insolvabilité, c'est qu'on va prendre un bien, tu vas donner un bien, puis en échange, on va te donner des sous. Mais on te donne généralement autour de 20 de la valeur du bien. J'aimerais savoir comment tu pourrais me donner pour une montre. Écoute, t'as besoin de combien, toi, à peu près? J'avais 10 $ pour ça, je serais content. Environ 10 t'en as besoin. Bon, ça me semble raisonnable. Là, 10 $, T'as des frais, c'est sûr, de reprise si tu veux le reprendre. Ou sinon, c'est une vente. T'as quand même 30 jours pour décider. Non, c'est une vente. Une vente, bon, d'accord. Par exemple, si on regarde ce que ça pourrait donner pour une télé. Je sais pas, on a acheté une télé à 800 $, une belle télé, écran plat. Je m'en vais chez le pawn shop, il me donne 20 de ce qu'elle vaudrait si je la vendais dans des conditions correctes. J'ai des chances de peut-être avoir, je sais pas, 80, 100 $ pour ma télé. Appareil photo. Caméra. Non, caméra. Est-ce que tu as les pièces qui viennent avec? Bien important. Je serais capable de les avoir, oui. C'est capable. OK. Là, peut-être même que Pierre devient un petit peu trop débrouillard. Surtout avec la caméra que la production lui a prêtée pour se filmer. T'as besoin de combien d'argent? Ça, pas mal plus. Et? Moi, ça serait pour... 100 $, 150, 200? Non, ça vaut 200 $, c'est neuf. 1200. Ça, je vais vérifier, c'est bien certain. Puis je vais faire une vérification sur Internet pour être certain. Pas de problème. Nous, là, si c'est le cas, j'avance environ entre un quart du prix. Donc, chemin, c'est le mieux, c'est 250 $. C'est ça. Ça, c'est si tu me l'avances. Puis chemin, moi, je t'avance. La même chose. Pour moi, là, que tu me le vendes, tu viennes me le chercher, c'est la même chose pour moi. Le taux d'intérêt devrait toujours, au Canada, être affiché sur une base annuelle. Au pawn shop, c'est assez beau, ça a l'air assez magique. On voit du 5 %, tu dis, aïe, aïe, tu sais, c'est moins cher qu'une carte de crédit à 19 %. Mais c'est généralement du 5 % à la semaine ou au mois. Je vais revenir avec le kit. Tu vas revenir avec le kit? Oui, parce que je vais peut-être m'en servir encore, là, mais c'est pour savoir aussi, jamais je suis dans la merde. C'est parfait, on est là pour ça, c'est justement... Et voilà. Excellent. Merci. Merci, à la prochaine. La chance, c'est peut-être encore le meilleur remède contre la misère. Alors pourquoi ne pas miser sur la richesse instantanée? Ça arrive bien aux autres. Bref, pour arrêter de gratter les fonds de tiroir, on peut très bien gratter un beau petit billet de loterie. La loterie, c'est le dernier bastion du rêve des personnes cassées, c'est bien certain. Chez nous, dans les budgets, on voit pas tellement de gens qui nous disent « Moi, ça me coûte, j'ai pas un gros revenu, mais ça me coûte 100 $ de loterie par mois. » Les gens le disent pas parce qu'ils ont honte. Quand t'es pauvre, là, faut pas que tu t'habilles, faut pas que tu prennes de bière, faut pas que tu boives de vin, faudrait surtout pas que tu joues à l'auto. Ben c'est ça. Lorsque j'ai mon chèque d'aide sociale, je paye les trucs nécessaires, mais c'est évident qu'il y a une partie qui va à des gratteux, mes bancos pour 3 jours. Quand tu vis avec des moyens minimes, même si j'ai le maximum d'aide sociale, je veux pas, c'est que cet argent-là, ben ça m'a appelé à demander de l'aide des amis des fois. T'as plus d'orgueil, là, t'as plus de fierté du tout, là. Je joue les gratteux, beaucoup trop de gratteux. C'est quasiment une psychose. Ça me fait vivre cette étincelle artificielle de vie que je n'ai pas dans ma vie pathétique. Je sais bien que je ne viendrai pas riche avec ça, mais je veux dire, c'est comme si j'expulsais mes émotions, mes autres émotions ou mes manques là-dedans.
mon Dieu, à part d'une sobriété qui a duré 4 mois, ça va faire peut-être 15-20 ans que je joue, à différents degrés. Le montant peut varier de 20 30 40 par semaine. Quand t'es gameler, t'as un côté charmeur, hein? T'as un côté hypocrite un peu pour avoir de l'argent. Ces gens-là prêtaient l'argent que j'avais besoin pour parier, assouvir mon vice. C'était pour jouer à l'époque dans les machines à poker, parce que je jouais dans les machines pendant un nombre d'années. Ça a été très grave, cette période-là. Et j'avais un gars qui me prêtait de l'argent. Pour payer lui, il fallait que j'emprunte d'un autre. Pour payer lui, il fallait que j'emprunte d'un autre. J'en avais 3. Ça n'avait pas d'allure. C'était totalement débile. Là. Le jeu, ça mène à d'autres choses. Si tu perds au jeu, ça peut mener quelqu'un à l'alcoolisme, à la drogue, ça peut engendrer d'autres problèmes éventuellement. Il y a des gens, ça peut les mener, d'après moi, à la mort, ça peut les venir au suicide. J'ai pas d'estime de moi du tout. À cause du jeu, je veux pas qu'il soit rendu comme moi, à saillir, à se mépriser, à se détester. Et ce que je me rapproche le plus, c'est d'avoir vraiment ennui à ma mère. Je me suis servi de son nom pour avoir de l'argent. Il était tellement dans un cercle vicieux. Ça a causé beaucoup de problèmes dans la famille, beaucoup de soucis. Content, je vais avoir un souffle de vie, là. Je vais avoir honte de moi là-dessus. Moi, là, je fais ce boulot-là depuis 12 ans et ça me fascine de voir comment il n'y a pas de profil. N'importe qui peut avoir des difficultés financières et se retrouver pauvre. N'importe qui. J'ai vu des gens millionnaires passer dans mon bureau qui n'avaient plus rien. J'ai vu de tout. La pauvreté, c'est la responsabilité de chacun de nous. C'est la responsabilité de remettre à notre gouvernement ce rôle de redistributeur de la richesse. Mais c'est aussi dans nos attitudes au quotidien. On se sent impuissant, hein? C'est aussi ce qui fait qu'on entretient ces préjugés-là. Ce qu'on peut juste faire, c'est peut-être pas les mépriser et se questionner sur les préjugés qu'on entretient sur ces gens-là. Donc, je pense que chacun dans notre coin, on peut déjà commencer à penser à ça. Considérant qu'il payait trop cher pour sa toute petite chambre, Pierre choisit de nouveau de repartir avec armes et bagages. Il décide de s'en aller ailleurs en espérant que cette fois, ce sera la bonne. Sauf que, à trop vouloir sauver de l'argent, on finit parfois par en perdre. Je sors de la maison de chambre. Puis moi, quand j'ai booké là, j'ai booké pour 2 semaines. C'était clair, c'était net, OK? Parce que j'avais pas le choix de booker pour moins de 2 semaines. C'est un minimum de 2 semaines. Ils te font signer un contrat, OK, qui garde une copie. Puis là, ben, tu donnes un dépôt de 100$. Le dépôt de 100$, c'est pour couvrir si quand tu pars, t'as brisé du matériel et tu remets pas les 2 clés, OK? Puis il faut absolument que tu aies ton reçu, sans ça, c'est pas valide. Fait que moi, j'arrive, je pars, je dis bon, ben, c'est pour récupérer mon dépôt. Fait qu'elle dit bon, on va les voir dans votre chambre. Je dis correct, aller voir dans ma chambre. Fait qu'elle va dans ma chambre, tout est beau. Fait que là, arrive. Tout ça, c'est la nouvelle gérante. Fait qu'il arrive, elle dit, bon, ben vous n'êtes pas éligible, vous perdez votre dépôt. Ben, je dis, pourquoi? Ben, elle dit, vous n'êtes pas respecté la règle qui est marquée dans votre contrat de nous aviser 1 semaine avant votre départ. Je dis, pardon? Elle dit, c'est comme ça. Je dis, c'est une joke, là? Vous êtes en train de me dire que je vais perdre 100$ parce qu'il y a 1 semaine, je ne vous ai pas avisé que je partais aujourd'hui, alors que quand j'ai booké pour 2 semaines. Elle dit, c'est comme ça. Mais tu vois que c'était prémédité de la part de sa boss. Elle dit, j'ai dit non, mais c'est une. J'ai dit, niaiser, là, c'est pas vrai, là. 100$. C'est pas 10$, là. C'est 100$. Les gens qui sont là, c'est des immigrants, c'est des petits travailleurs, c'est des gens qui sont sous le bien-être social dans certains cas ou encore qui ont des handicaps, OK? C'est des plus démunis. Les pauvres, c'est jamais des clients. C'est tout le temps des victimes. Moi, la richesse, là, c'est des amis. Ça, pour moi, c'est le fondement de tout. Quelqu'un qui arrive dans une ville comme Pierre et Emmanuel, qui arrive de l'extérieur, qui arrive dans une ville, ils n'ont pas d'amis. Tu sais, ce qui vient pallier au crédit, au problème économique, c'est que quand tu as des amis, tu es riche.
Et tout à coup, ils te viennent en aide, il y a un geste, il y a une générosité, il y a quelque chose qui se passe. Tu regardes des gens comme Pierre, bon, Emmanuel, c'est pas, ils en mourront pas, là. Mais t'as du monde qui sont dans la rue, qui n'ont pas ça. Donc, la vraie richesse, c'est quoi? T'as beau être multimillionnaire, si t'as pas d'amis, qu'est-ce que vaut ta vie? Alors, je suis en face de la maison de chambre de l'entrée. J'ai dit que je reviendrais parce que je trouve que le 100$ qu'elle m'a volé, je trouve vraiment pas ça honnête, le dépôt qu'elle n'a pas voulu me remettre. Alors, je rentre avec la caméra, puis j'essaie de voir si je peux pas récupérer mon 100$. Bonjour. Bon, vous vous souvenez de moi, madame? Bon, madame, vous vous souvenez de moi, je vous ai dit que je reviendrais, madame. Alors, madame, vous n'avez pas voulu me remettre mon dépôt de 100$ quand j'ai quitté ici alors que j'avais respecté les conditions. Vous m'avez dit que je n'avais pas avisé avant de partir selon des délais. Alors que quand j'ai réservé, je vous ai dit que j'étais ici pour 2 semaines. Si vous faites ça avec tout le monde, vous volez le monde, madame. 100$ sur 592$ que j'ai par mois, là, j'ai pas les moyens, madame. Ben, c'est ça. Ils refusent. Aussitôt qu'ils ont vu la caméra, ben, ils sont poussés. Non. Ils ont fermé les portes. Ils ont appelé leur boss. Leur boss leur a probablement dit d'appeler la police parce qu'ils ont appelé la police après. Ils lâchent. Ça va. Hein? C'est pas surprenant. Tu sais, jamais tu voles le monde, ben, t'as des comportements de loser puis de crosseurs, puis t'as pas de courage d'affronter des gens qui veulent essayer d'avoir des explications. Tu sais, quand t'as quelque chose à cacher ou à t'approcher, ben tu te caches. C'est ce qu'ils font. Et partout où il y a de la misère, il y a du monde pour l'exploiter, tu sais. Puis si tu le constates depuis 1 mois et demi, moi je le constate, OK? Puis des crosseurs, il y en a tout le temps. Puis au lieu de s'attaquer à ceux qui retirent du bien-être social, puis peut-être qui travaillent au noir ou qui en font un petit peu plus que ce qu'ils devraient, puis d'essayer de les couper, puis d'avoir des checkés pour savoir s'ils n'ont pas mangé telle affaire. On va peut-être se concentrer sur les crosseurs, tu sais, qui sont... eux autres qui sont impunément, regarde, de personnes qui va les écœurer. Ils vont continuer à fourrer le monde, OK? Puis ils se font pas barrer par personne. C'est ça que je trouve plate. C'est comme s'il y avait 2 justices. Les pauvres, on leur pardonne rien. Tout petit écart, OK? Ou toute petite déviation à la règle. Pif, regarde, t'es pénalisé, t'es puni. Ça, c'est bien plus gros, bien plus majeur. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'1 décennie que je suis déterminé à prouver qu'il y a une justice. Je crois à la justice. J'ai prouvé que je crois à la justice. Je me suis tenu debout depuis plus de 16 ans. Et je suis déterminé à prouver aux gens qui sont rendus cyniques, qui disent qu'il n'y en a pas de justice dans la société. Je suis persuadé qu'il y en a une. Et je vais en faire la preuve. Mieux que ça, je mets au défi la société de m'aider à prouver qu'il y a une justice. Tu sais, être assez positif, ça? Alors, j'espère juste de ne jamais être déçu. Sur ça, c'est ma seule attente actuellement. On peut, comme société, qui a la capacité de se réfléchir elle-même et de changer ses directions, on peut dire, par exemple, qu'il y a des taux d'intérêt qui sont prohibitifs. Il y a un taux qui est considéré usuraire au Canada. C'est celui de 65 % de taux d'intérêt. On pourrait juger que 65 %, c'est un peu élevé pour décrire l'usure. On pourrait ramener ça à 30 %, à 20 % à 15 %. Là, on parle de quelque chose d'un peu plus musclé comme lutte contre l'endettement. On pourrait aussi dire il y a une loi contre l'endettement excessif. Une personne ne peut pas s'endetter plus que tel montant. On peut penser à un ensemble de stratégies parce que ça relève au final, comme l'ensemble du monde économique, de décisions que nous pouvons prendre ensemble. La pauvreté, c'est un peu comme le jeu du trou de cul. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez jeune, mais quand t'es le trou de cul, puis t'as une coupe de bonnes cartes, t'as une frime, mais il faut que t'y donnes tes cartes. Mais la pauvreté, c'est un peu ça. Quand t'as une chance, quand t'as eu un petit revenu de plus,
ben généralement, tu vas avoir à le donner à quelqu'un d'autre. Puis quand tu as des sous, ben tu as accès à des taux d'intérêt intéressants. Quand tu as des sous, tu as juste plus de chances de faire des sous. Donc, nos conditions économiques de crédit font que cet écart-là peut juste s'agrandir. Mais je pense que c'est ça, les institutions financières, la collectivité, tout le monde a un bout à faire là-dessus. Je suis sortie pour aller voir un magnifique spectacle. Rufus Wainwright, j'étais tellement contente. Les billets étaient 70 $. J'allais pas payer ça, je peux pas, tu sais. Je l'ai eu pour 35, ce qui est comme quand même un moyen chunk là, de ce que j'ai de reste, mais puisque j'ai assez de nourriture, puis j'ai mon transport, puis j'en ai un peu pour des imprévus, là. Je pense que je suis bonne pour la nourriture pour le reste du mois, là, fait que j'ai fait cette décision-là, puis je suis comme consciente que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas étonnant qu'il y ait du monde qui travaille au noir, tu sais, puis qui déclare pas autant qu'ils ont gagné ou des choses comme ça, parce que si tu veux pouvoir vivre un peu, tu sais, respirer, tu sais, eux autres aussi ont un droit à une certaine qualité de vie, là. Comment veux-tu qu'on survisse? On est tous au salaire minimal. Y a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir du monde qui vont dire « Ah, ben là, elle a utilisé les ressources, elle a eu de la nourriture gratuite, puis là, elle va se payer un spectacle. » Ben là, je veux dire, je comprends cette réaction-là. En même temps, j'ai travaillé, là, aussi. Je veux dire, c'était pas planifié comme ça. En tout cas, j'ai vraiment besoin de me justifier, c'est juste... Je me pose la question. Au cours du prochain épisode, Pierre retourne brièvement à Québec où sa fille va subir une opération. Fait que faut que je sois là. Je peux pas être ailleurs que là. Ça, c'est bien clair. Durant ce court séjour, il est confronté à son ancienne réalité. J'ai presque hâte de retourner à Montréal. De son côté, Emmanuelle est victime d'une sinusite. Du même coup, elle découvre que le prix des médicaments en vente libre cadre bien mal avec son budget. Ça fait que le pharmacien m'a suggéré ces deux produits-là. À prix régulier, ensemble, ça vient à 15,49. Trop cher, là, c'est en solde. Mais c'est pas toujours en solde quand t'en as besoin. Enfin, nos deux protagonistes épuisent leurs dernières ressources financières, chacun à sa façon. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont la télé, il y a tous les commerces, toutes les offres qui sont valables pour eux autres aussi. Là, c'est juste que eux autres, il faut qu'ils se disent, ben c'est pas pour moi, c'est pas accessible. Puis ça, c'est tough.